commencer, je voulais juste revenir un petit peu justement sur le sous-titre que tu as souligné. Sur effectivement le sujet de la nature, c'est quelque chose qui est récurrent dans notre travail depuis le début. Et en fait, ces 3 thèmes sont récurrents dans notre travail depuis le début, mais c'est venu d'une manière au début totalement intuitive et il n'y avait aucune stratégie au départ par rapport à ces sujets-là, qui se trouvent être plus à la mode maintenant qu'au début ou qu'au moment où on a commencé. Et en fait, ils sont une sorte de lien parce que notre production est assez variée au niveau des formes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... Enfin, le style pour nous est quelque chose qui n'a aucune importance, mais par contre, il y a des liens comme ça à la fois sur la démarche et sur les thèmes qui sont transversaux et qui parcourent tous nos projets. Donc ces 3 thèmes-là, en fait, sont importants depuis le premier projet qu'on a fait ensemble, Yves et moi, jusqu'à notre production actuelle. Donc cette idée de nature, effectivement, on vient des Alpes, on a passé une enfance dans les Alpes et on ne se sort pas comme ça de son enfance. Je pense qu'on est tous marqués par notre vécu. Et on a toujours eu en face de nous une espèce de puissance de la nature, une force tectonique en fait qu'on peut lire comme une énergie pétrifiée dans les rochers. Et c'est quelque chose qui nous marque profondément. Et dans cette idée de nature, ce qui nous intéresse, c'est de travailler à la fois sur la relation de l'architecture au milieu et également à la manière dont on peut utiliser les éléments, dont on peut essayer de créer des relations, créer d'autres relations avec les éléments et avec les énergies de la nature. Ce n'est pas du tout une question de végétal, où le végétal nous préoccupe assez peu. Enfin, on ne met jamais de végétal dans nos bâtiments. C'est plutôt une question sur les énergies et sur les relations au milieu. Au niveau du corps, c'est également quelque chose qui est là depuis le début. Parce que je pense que l'architecture se perçoit avant toute analyse, avant toute intellectualisation de ce qu'on peut voir. L'architecture se reçoit par le corps et par les sens. C'est à la fois le mouvement, c'est la dimension de notre corps par rapport à la dimension de l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui traverse aussi tout notre travail. Sur les pots, alors les pots maintenant c'est devenu très à la mode, mais c'est vrai qu'on a toujours travaillé plutôt par rapport à des notions de pots que par rapport à des notions de façade. On n'a jamais dessiné, composé des façades, mais par contre, on a toujours travaillé plutôt dans une idée de matière, de profondeur, parce que les pots peuvent être autre chose qu'une simple surface de matière. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus complexe et mystérieux et qui donne une dimension supplémentaire au bâtiment. On va peut-être commencer par les projets. Non, c'est juste qu'on a trop dans les yeux, là. Bon, d'accord. Pardon. Bien, alors la sélection de projets qu'on va montrer, Francis parlait tout à l'heure d'un immeuble de logement qu'on ne va pas montrer, parce qu'en fait, une conférence est toujours un peu l'occasion de revenir sur son travail et de regarder un peu, de prendre un peu de recul sur notre production. Et le temps des architectes en fait est extrêmement court, c'est-à-dire que dans une vie d'architecte, finalement, on produit assez peu. Et je dirais que dans la globalité d'une production, le temps d'une certaine manière n'existe pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des travaux qui ont été réalisés il y a 15 ans ou plus, qui font partie de nous, qui font partie de notre travail et qui ont autant d'importance aujourd'hui qu'à l'époque, ou d'autres qui sont devenus obsolètes. Mais disons que là, c'est vrai qu'on n'a pas cherché à montrer forcément que l'actualité, mais une sélection de projets qui nous semblait relativement claire par rapport au thème qu'on voulait développer ce soir. Ça fonctionne. Oui, bien, bonsoir. Donc, toujours un projet fondateur qui est maintenant à peu près une dizaine d'années, voire plus, qui est un minuscule projet, mais qui concentre et qui contient un petit peu tous les prémices de ce que l'on va développer par la suite, et qui reste un projet pour nous important, même s'il est minuscule, puisqu'il fait que 20 mètres carrés. Donc, c'est pas une histoire de surface. Mais c'est un projet qui, justement, parle de cette relation à la nature, et plus qu'à la nature, au milieu. Il s'agit fonctionnellement d'un point information, donc c'est un programme qui n'a pas beaucoup d'ambition, mais c'était surtout la manière de répondre à cette question. C'est un projet donc dans un site que vous voyez qui est très très fort et très puissant, avec un lac de barrage, et puis des montagnes très présentes. Et pour nous, il fallait établir une relation quasi physique avec ce milieu.
Alors, par rapport à la montagne, et on va en reparler parce qu'on a un certain nombre de projets qui sont en montagne. Un projet ensuite dans une station de ski. Actuellement, on travaille aussi sur le siège social du groupe Rossignol, donc on est assez je dirais, en relation avec cette question de la montagne. Et puis c'est quand même, comme disait Isabelle, notre univers d'origine. Et je crois que la question d'origine ne légitime aucun discours, mais je crois que ça forge un discours. Et la montagne, en fait, on en a une perception aujourd'hui un petit peu, je dirais, avec des césures très fortes. C'est-à-dire que il y a une vision de la montagne à la fois très nostalgique. On voit revenir toute une architecture pseudo-vernaculaire se développer à outrance. Et puis, il y a une montagne qu'on semble ne plus voir, c'est celle des infrastructures, c'est celle des routes, des barrages, de toute cette manière dont l'homme a investi progressivement ce milieu un peu hostile au départ. Et c'est sur ce thème sur lequel on a voulu travailler à propos de ce projet. Là, c'est une image de la construction du barrage qui est en dessous, donc qui est assez surprenante. Toute une série de choses que l'on peut remarquer dans la montagne qui n'ont rien à voir avec cette architecture agro-pastorale qui ne correspond plus à l'économie d'aujourd'hui, mais qui est cette architecture de barrages, de routes, de chemins, de construction sur le rocher, etc. Et c'est à partir de cette observation, de ce regard que nous avons forgé notre projet un peu particulier, et aussi par rapport au fait que dans la montagne, il y avait des traces d'oxyde de fer qui apparaissaient dans le rocher. Donc en quelque sorte, toujours dans nos projets, on essaye de travailler avec les ingrédients du milieu. Ça nous paraît important de travailler avec ce qui est déjà là. Et plutôt que de forcer les choses, il s'agit plutôt de révéler les forces en présence. Donc le projet est comme agrippé au rocher. Là, c'est une maquette. Et c'est donc tout incrusté dans le rocher. Il fait corps avec lui. Au point de vue constructif, c'est un bâtiment qui n'a pas de mode de construction du bâtiment, mais plus lié à l'industrie, puisqu'il est en acier Corten. Il a été mis en œuvre préfabriqué, donc ce sont toutes des techniques liées à l'industrie. Le Corten, c'est ce qu'on utilise dans les centrales thermiques, parce que c'est un matériau qui a une capacité de résistance. Donc il a été construit par un chaudronnier, donc c'est pas quelqu'un du bâtiment, et aussi par des personnes qui travaillent sur les routes et la manière d'excaver les routes pour les conforter. Donc c'est des techniques qui n'ont rien à voir avec le monde du bâtiment, mais c'était une manière de l'ancrer dans cette relation à ce territoire et à cette dimension très spécifique que les gens ne veulent plus voir par rapport au milieu de la montagne. Voilà, il s'offre comme un point de vue sur le lac de barrage qui est en dessous. C'est donc un parcours pour aller jusqu'à un point de vue qui révèle le site. C'est-à-dire que le bâtiment est incrusté dans le site et en même temps il le révèle. Et ça, c'est quelque chose qui nous importe aussi. Oui, alors quelques années plus tard, on a fait un autre bâtiment pas très loin, avec une problématique là qui était complètement différente, puisque les ingrédients qu'on nous a donnés, et on a failli un peu refuser de le faire, c'était justement de travailler avec tout ce qui pourrait être le kitsch de la montagne, c'est-à-dire tout ce qui fait aujourd'hui le vocabulaire lié à la montagne, le retour à une image édulcorée qui n'existe plus. On nous a dit on veut un chalet. Voilà. Donc il s'agissait de faire un centre de congrès et un gymnase, mais il fallait que ce soit un chalet. Donc déjà là, il y avait comme quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Et donc on a longtemps hésité. Et ensuite, c'est quand même toujours dans cette idée qu'on peut travailler avec des données, avec des ingrédients et faire un projet de toute façon. Nous avons commencé à faire l'inventaire de ce qui pouvait être tous ces éléments caractéristiques de cette architecture vernaculaire. Donc là, vous avez, il est où, pointeur ? Vous avez donc par exemple, en haut, un groupement de maisons avec des décrochements, on verra ça dans le projet. Ça, c'est la station de ski dans laquelle s'insère le projet, qui est une station de ski des années 60, des Deux Alpes, et qui a vécu d'une manière assez traumatique toute cette construction un petit peu rapide de cette époque, un petit peu expansive, et qui aujourd'hui arrive à se poser beaucoup de questions sur le développement futur de la station. D'où cette idée de revenir à des archétypes, à des origines plus ou moins d'ailleurs difficiles à cerner. Est-ce de l'authentique? C'est certainement
difficile à dire, mais il y a comme ça une volonté de revenir à des éléments soi-disant authentiques. Donc des références à des balcons, etc., à toute cette architecture du bois découpé, qui est apparue d'ailleurs au 19e siècle avec la scie à ruban, et c'était quelque chose qui nous intéressait. Donc à partir de là, nous avons eu l'idée de développer un projet avec ces données-là, et de rester dans l'archétype du chalet, mais d'essayer de procéder par détournement, et le détournement étant une façon d'opérer, une façon aussi de pouvoir créer, avec des éléments qui au départ ne sont pas prévus pour être dans la situation dans laquelle ils sont. Donc on a enveloppé tout le projet avec une maille de bois. Donc toujours là on voit déjà ce travail sur les pots. Donc ça c'est un projet plus récent puisqu'il a été livré il y a 2-3 ans. Toute une maille de bois qui est faite à partir d'une commande numérique et de bois découpé qui crée cette profondeur et qui crée ce motif en référence à justement à cette architecture vernaculaire. Sinon, le projet, tout ce qu'il y a de plus simple en termes d'architecture, c'est un télescopage de boîtes basé sur la forme du chalet, qui fait de manière un peu télescopique comme ceci. Et tout ça est enveloppé de bois, aussi bien en termes de façade que de toiture. Donc, on essaye toujours, justement, parce qu'on n'a pas envie de poser de problème de façade, de travailler plus par rapport à une notion de volume et d'ensemble, c'est-à-dire de considérer toit, façade comme des éléments identiques en quelque sorte. D'autant plus que là, la vision du bâtiment étant une vision possible depuis le sommet des pistes, la toiture est un élément important. On parle souvent de 5e façade, mais voilà. Donc l'image en fait très simple de ce bâtiment et en fait qui trouve peut-être sa pertinence par le traitement de sa peau et l'utilisation qu'on a pu faire d'un matériau comme le bois et de technologies très connues comme la scie à ruban. Alors à l'intérieur, on retrouve un petit peu les mêmes idées, c'est-à-dire travailler avec des éléments comme les planches et trouver peut-être un graphisme différent avec aussi une réécriture un petit peu des éléments graphiques de ce type. Donc ça c'est la salle de sport. Et puis la salle de spectacle avec son plafond acoustique, lumineux, qui est basé au départ sur un graphisme de flocons de neige. Voilà, c'est toujours dans l'idée de partir des choses qui sont in situ. Je sais pas. Ça marche là Ça marche? Ah bon. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait être entre les deux. Oui, juste pour finir sur le projet précédent, il est tout habillé de bois, mais la structure est entièrement en métal. On aime beaucoup, enfin en général, nos bâtiments ont des structures métalliques, même quand ils sont habillés de bois, on ne travaille jamais les structures bois parce que il faut qu'elles soient très sophistiquées pour être à peu près fines et légères, alors que le métal est d'une redoutable efficacité pour passer des grandes portées tout en gardant des sections minimales. Et le bâtiment qu'on vient de montrer avant est effectivement habillé de bois dedans, dehors, mais entre les deux, il y a structure métallique et bardage métallique également. C'est une sorte de boîte industrielle habillée. Maintenant, je vais parler du projet du musée de Paladru dont parlait Francis tout à l'heure, qui est un projet qu'on a gagné en 2000 et qui malheureusement s'enlise, c'est le cas de le dire, pour des raisons administratives liées au statut du terrain. Donc ça n'a rien à voir avec nous, c'est même pas une question de budget, c'est vraiment une espèce de problème kafkaïen que je peux même pas expliquer tellement il est flou et complexe. En gros, tout le monde veut ce bâtiment, mais personne ne sait comment arriver à résoudre les problèmes. Donc, il s'agissait de faire un musée, ce qu'on appelle un musée de site, c'est-à-dire un musée pour abriter les objets trouvés au fond du lac. Au fond du lac, on a trouvé des vestiges d'un village, enfin, de plusieurs villages même du néolithique et de villages du Moyen-Âge, de l'an 1000. Et ces deux sites sont très très intéressants en fait, pas tellement par la qualité des objets, enfin vous pouvez voir les objets, ils sont quand même très pauvres d'une certaine manière, c'est pas du gallo-romain avec des choses précieuses, des sculptures, il n'y a aucun objet précieux, ce ne sont que des objets du quotidien.
Et l'intérêt de ces deux sites, tant au néolithique que l'an 1000, c'est l'éclairage qu'ils apportent sur le quotidien de ces deux époques. C'est-à-dire qu'à partir des objets trouvés, des restes de graines, des restes d'os, c'est-à-dire les déchets alimentaires, à partir de beaucoup à partir de déchets d'ailleurs, les archéologues ont réussi à reconstituer tout le mode de vie et le mode d'alimentation. Ils arrivent à dire combien au néolithique on mangeait 2 grammes de viande par semaine, des choses comme ça. Donc en fait c'est très passionnant et les objets sont absolument pas spectaculaires. Donc voilà le site sur lequel doit prendre place le projet. C'est donc un vaste marais qu'on voit ici. Donc ça marche ce truc. Voilà, tout ça, c'est un grand marais qui est entouré de collines. En gros, c'est entre Grenoble et Lyon. Et le lac, on voit uniquement ici l'extrémité du lac. Et ce site donc est très naturel et enfin très naturel. Encore faut-il s'entendre sur les mots parce qu'en fait, il y a des terrains agricoles au-dessus. Donc le marais est imbibé aussi de ce qu'on met dans les champs agricoles pour cultiver. Donc la notion naturelle est tout à fait relative. Il est néanmoins classé, une partie est classée, un statut de biotope, c'est-à-dire que c'est une sorte de sanctuaire auquel on ne peut pas toucher. Donc voilà le genre d'ambiance qu'on a sur le site, c'est très humide, il y a de l'eau partout évidemment. Voilà, beaucoup de plantes d'eau, des choses intéressantes, mais pas exceptionnelles. Alors c'est vrai que parmi les difficultés de ce projet, on a eu des démêlés avec des associations écologistes qui voulaient préserver un crapaud et une petite orchidée. Et ce n'est pas des blagues, c'est vraiment un crapaud. Donc le crapaud, en gros, a bloqué le projet. Disons que sur les 7 ans de retard du projet, il y a peut-être 2 ans pour le crapaud. C'est dramatique et c'est comme ça. Ouais, la bave du crapaud, oui. Ouais, elle nous attend un peu quand même, la bave du crapaud, en attendant. Voilà, depuis 2000, ça commence à faire long. Donc voilà le site vue d'avion. En gros, le périmètre du site au départ, c'était tout ça. Et le service environnement du Conseil général, puisque le maître d'ouvrage est notre Conseil général, qui sont très, très intégristes, ont fait en sorte qu'en fait le projet se cantonne à cette parcelle-là, c'est-à-dire qu'il y a un ancien terrain de camping pour faire de tout cela un sanctuaire. Voilà, donc en fait, il y avait un projet qui était très, très environnemental. L'idée, c'était de réhydrater le marais qui est en train de s'assécher. Et on a été obligé d'arrêter cette partie-là du projet, qui est pour l'instant sortie, qui va peut-être être réintégrée. Et pour l'instant, va se cantonner au bâtiment sur un ancien terrain de camping qui, lui, donc, n'a pas de classement particulier. Donc voilà le projet. Le projet... On est arrivé à ce projet, à faire passer un projet comme ça, qui est à l'envers en fait de ce qu'on demande normalement pour un musée, c'est-à-dire que normalement on doit rentrer par une entrée, sortir par le même côté pour des questions de sécurité, grâce au processus de la consultation qui est une étude de définition. Et nous on défend beaucoup les études de définition parce que tout à l'heure on montrera un autre projet qu'on a gagné comme ça également pour la reconversion d'un site minier, parce que c'est un formidable moyen de dialoguer avec la maîtrise d'ouvrage et d'avancer ensemble, de s'expliquer, puisque pendant les concours on ne peut plus. Et ce projet-là, comme celui qu'on montrera à la fin, n'aurait jamais pu se faire, en l'occurrence il ne se fait pas, mais pour l'instant, mais avec une procédure de concours. Et parce que tout le monde était impliqué, la DMF, et donc tout le monde a avancé ensemble au fur et à mesure de la prise de décision. Donc ce projet a un côté très, très archaïque. En fait, à la fois très archaïque, futuriste, on ne sait pas bien. Et on a beaucoup pensé, quand on faisait ce projet, en fait, à certains films de science-fiction où la recette est souvent la même, c'est-à-dire un mélange d'images archaïques, alors souvent un peu simplistes, hein, sur des époques bien ciblées, et également des choses totalement futuristes. Et le mélange des deux, en fait, donne des atmosphères parfois incroyables. Et c'est vrai qu'on a beaucoup pensé à ça pendant ce projet. Et le côté archaïque vient de l'aspect un peu mimétique avec le monde animal et végétal qui l'entoure, et aussi par la manière dont la forme est sculptée, c'est-à-dire que ce n'est pas un volume qui est fait par ajout, mais plutôt par le fait d'enlever successivement de la masse pour arriver à tailler, en fait, et la taille, c'est un geste assez primaire, pour arriver à tailler cette espèce de grand bout de bois de 160 mètres de long. Donc, le projet va vers l'eau. Ici, le lac est représenté, il y a un fort marnage, hein, le lac peut arriver jusque-là, et là, il est représenté à marée basse, entre guillemets.
Et il sera entouré de part et d'autre, mais ça on s'en occupe pas, de 2 reconstitutions d'un village de l'an 1000 et d'un village du néolithique. Alors, une image de référence qui a rien à voir avec les fondements du projet, mais plutôt qui est venue après pour expliquer justement notre attitude par rapport au site. C'est-à-dire que le phasme, ça c'est un phasme, c'est un animal très étrange qui se confond avec les branches de bois et qui peut rester, quand il est totalement immobile, on ne le voit pas. Et il a un côté comme ça inquiétant parce que quand il se met à bouger, on ne comprend pas, on dirait une sorte de branche qui se met à avancer. Et le projet a un petit côté comme ça, un petit côté à la fois mimétique et étrange, mystérieux. Donc voilà une image globale du projet où on voit, mais ça c'était avant parce que maintenant les tiges là seront plus aussi longues, c'était tous les départs de promenade qui partent de dessous du bâtiment et qui s'étalent, qui allaient très loin dans le marais et qui peut-être un jour, on verra. Donc une autre maquette plus élaborée, celle-là, où on voit mieux le principe du bâtiment. Donc on entre d'un côté, vers le haut du terrain. Ici, on a le hall et après une succession de salles avec un parcours chronologique du néolithique jusqu'à l'an 1000 et après jusqu'à l'époque actuelle. On parcourt donc toute la partie haute du musée. On redescend le long de cette grande rampe vers le centre, qui pointe vers l'axe du lac, et on revient par un ponton qui est en dessous du musée et qui pourra également, un ponton surélevé puisqu'on on va restituer le milieu humide et la roseraie autour du bâtiment, un ponton sur lequel on pourra faire aussi des expositions. Donc une vue du côté de l'entrée. Et on voit en fait que le fait d'avoir enveloppé le volume dans cette sorte de maille croisée de bois, ce qui nous intéressait là-dedans, c'était d'arriver à une sorte d'abstraction. On ne voulait pas que ce bâtiment ressemble à un bâtiment, justement. Donc c'est un moyen, cette maille de bois, de gommer tous les attributs habituels d'un bâtiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fenêtres, on n'a pas d'édicules techniques, tout est masqué avec cette peau qui unifie tout. Donc un schéma pour expliquer le parcours chronologique à l'intérieur des salles d'exposition. Il ne veut plus avancer. Quoi ? Il y a le film. Non ? Ah oui, pardon. Voilà, des coupes successives. Alors, c'est un bâtiment en fait qui est tout en construit. Le volume est construit entièrement donc avec des arêtes. Et au niveau constructif, on a une succession de couples faits avec du bois, enfin du bois amélioré, qui sont tous les 1,25 m et qui fabriquent la forme. Chaque cadre est différent et la forme se fabrique comme ça en avançant tous les 1,25 m. Finalement, c'est assez simple et cette coupe-là montre le système structurel pour éviter d'avoir un impact important sur le sol, puisqu'on est dans un milieu qu'on veut naturel et notre idée, c'était quand même de rester le plus léger possible par rapport à l'environnement. Le bâtiment est posé sur des piles qui sont à peu près tous les 15 mètres, des piles métalliques remplies de béton et qui descendent à 25 mètres dans la vase pour trouver le sol dur. Ensuite, on a 2 grosses poutres de plus d'1 mètre de haut, métalliques, des 2 gros haches qui vont d'une poutre à l'autre. Et après, donc, on a ces cadres en bois qui sont posés sur les haches. On a un plancher très épais dans lequel on passe toute la technique pour avoir rien après à l'intérieur. On voit aussi le système d'accroche de la peau. Tous ces détails sont réglés, terminés, le DCE est terminé, on n'attend plus que le feu vert pour pouvoir consulter les entreprises. Donc l'autre côté de la maquette montrait le néolithique, la salle du néolithique qui est bleue, et là on est dans la salle de l'an 1000 qui est rouge. Et donc on est dans un volume qui change constamment avec le mouvement. Tantôt il est large et bas, et tantôt il devient très haut et très étroit. Une image du genre de tressage, parce qu'il y a des saules aussi sur place, donc c'est vrai qu'il y avait cette idée un petit peu cette référence au tressage de saules. Donc là, on voit le principe structurel avec tous les cadres successifs et la peau au-dessus. Et une image de la peau qui est dissociée du volume et qui fabrique, en fait, qui a une autonomie en soi. C'est vrai qu'on travaille souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on cherche à ancrer au maximum les projets dans les milieux, à puiser les énergies dans les lieux dans lesquels on travaille, et en même temps, un projet, enfin, dans notre cas en tout cas, un projet est réussi quand en même temps on peut l'extraire de son milieu
et qu'il a une existence propre et qui fonctionne encore même en dehors du contexte pour lequel il a été fabriqué. Donc c'est pour ça qu'on a extrait différents éléments de ce projet. C'est une manière d'expérimenter aussi pour nous ce genre de choses. Voilà une vue de dessous le ponton. Alors à l'arrière, on a une peau métallique qui sera en une couleur un peu vert scarabée, une couleur comme les voitures irisées, les couleurs irisées de voitures, pour avoir un côté vert doré de scarabée, et la sortie vers le lac. Pour continuer un petit peu dans le même thème, un site assez différent vers Avignon. C'est un concours perdu, mais qu'on montre quand même parce que c'est un projet qui est important pour nous. On est à Vedène, donc c'est une petite ville à côté d'Avignon, petite ville pavillonnaire. Et le site c'est une sorte de grand terrain de foot en fait. Et le sujet, c'était de faire un centre... c'était quoi, un centre culturel avec une salle de théâtre, avec une petite école de danse et musique et une bibliothèque. Donc la proposition qu'on avait faite, c'était de prolonger la pinède qui fait le tour du terrain, de la prolonger en venant installer sur le terrain une série de parasols dont la fonction est de faire de l'ombre pour les volumes en verre qui sont en dessous. L'idée, c'était de faire un projet très léger, dans un pays où le soleil est très violent l'été et où il faut s'en protéger. Donc on s'était dit comment faire un bâtiment en verre en fait, dans un lieu comme ça où il fait très chaud l'été et où il faut absolument se protéger du soleil. Donc on est venu planter ces parasols horizontaux et on a appelé le projet l'ombrière, puisque l'idée c'est simplement de créer une ombre géante pour pouvoir construire des boîtes en verre dessous, des volumes en verre. Ça c'était une petite maquette d'étude un peu bricolée. La structure de ces ombrières et une vue de la maquette, donc avec les volumes vitrés en dessous. Voilà, et on avait fait pour le plan, on était parti donc de cette nappe de parasol qui était composée de cercles. Et en dessous, on avait divisé le programme en 3 volumes. Et ces volumes étaient simplement des rectangles qui sont amendés par des formes qui viennent de la projection des parasols qui sont au-dessus. Et entre chaque pavillon, on avait un patio abrité avec un arbre pour intensifier en fait cette sensation d'interpénétration entre le naturel et le construit. Voilà une vue donc quand on arrive sur le site. Et une vue d'une des terrasses. Là, on voit une salle de répétition de l'école de danse. Voilà, ce qu'on voulait, c'était faire des parasols en fait en acier et en aluminium. Alors, je continue, tu vas ? Bon, je continue. Un autre projet, donc celui-là qui est construit, en fait, on s'est aperçu après coup qu'on avait fait une sélection de projets dont très peu sont construits. Bon, voilà, on n'avait pas fait attention. Mais par contre, ceux qu'on montre, à part celui qui était perdu, normalement, devraient tous sortir de terre assez rapidement. Donc maintenant, je vais parler de la patinoire de Grenoble. Et cette patinoire qui a été terminée en 2001 a été... Bon, c'était des circonstances de concours un peu particulières où il y avait un budget de misère pour faire une très grosse patinoire. Et il y avait une volonté politique, en fait, de faire le projet de patinoire le moins cher de France. Bon, c'est un peu bizarre comme postulat de départ et c'est pas évident quand on gagne après de rester dans les clous. Donc on a quand même, et on a cherché en fait un système plastique qui soit à la fois, qui est quelque chose de très physique, qui dise le mouvement du patineur, qui ait l'intensité en fait d'un muscle qui tend la peau pendant l'effort, comme lui là, voilà, avec les grosses cuisses bien. Et en même temps, on voulait que ça corresponde au fait qu'on était obligé de faire une architecture très dense parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il y avait peu d'argent, donc quand il y a un budget serré, et la première chose à faire, c'est serrer les surfaces. Donc après, il faut trouver des solutions pour éviter d'avoir des espaces trop petits, trop rétrécis. Et donc tout notre travail a été à la fois sur ce mouvement, à partir du mouvement du patineur, et sur l'économie. Donc voilà le plan de la patinoire. Et il est très simple, les deux pistes, puisqu'il fallait faire 2 pistes, sont en enfilade. Une piste de patin, c'est un grand rectangle avec des angles arrondis.
puisque c'est logique pour suivre le mouvement des patineurs, parce que tous les sports de glisse, ça ne fait jamais d'angle droit, ça fait toujours des courbes. Ensuite, on a mis les gradins, il y a 3500 places de gradins en homothétie de la piste autour, la petite piste dans l'autre sens, et on est venu envelopper le tout d'un ruban qui se gonfle et se dégonfle en fait au gré des besoins. C'est-à-dire que là, il fallait mettre un bloc technique toilette, hop, le ruban se déforme. Donc en fait, on a travaillé comme ça, au plus serré auprès des pistes, avec ce ruban qui enserre et qui donne une tension au bâtiment. Donc voilà la maquette ouverte. C'est un système à 2 rez-de-chaussée, avec un rez-de-chaussée haut pour le public et un rez-de-chaussée bas pour les patineurs, parce que c'est une patinoire de compétition. Le hockey, c'est un sport très violent qui déchaîne des passions, et donc il n'est pas question que le public croise les hockeyeurs. Donc il y avait tout un système assez complexe à mettre en place. En même temps, c'est classique des stades et des lieux de spectacle. La solution à 2 rez-de-chaussée, en fait, dans cette idée de densité, fonctionnait plutôt très bien. On parlera des pots plus spécifiquement tout à l'heure, mais étant donné l'économie du projet, on voulait, malgré tout, on ne voulait pas faire un bâtiment en bardage gris. Enfin, on voulait trouver quelque chose qui dise que ce bâtiment était quelque chose de joyeux, un lieu pour les loisirs. Ça sert de boîte de nuit, une patinoire. Les gens viennent là pour des matchs de hockey, c'est plutôt la fête. Donc, on a cherché une manière de retranscrire ça dans l'image du bâtiment. Et donc, on a travaillé les façades d'une manière à la fois économique et bon, on a pris des risques parce que c'était pas évident à mettre au point. Et en fait, la façade, c'est simplement du bardage laqué blanc qui est peint par le peintre en bâtiment d'une sorte de graphisme un peu nuageux de différents tons de bleu et de blanc. Enfin, le blanc, c'est le fond du bardage. Et par devant, à 10 cm devant, on est venu mettre une peau en polycarbonate alvéolaire. Et entre les deux, des grandes lignes de fibre optique. Alors là aussi, calculées au plus serré depuis les générateurs pour utiliser au maximum de la longueur dans un souci d'économie. Et tout ça donne une image où la lumière de la ville se reflète et se mélange avec celle des fibres optiques. Et comme ça, on est arrivé à un résultat plutôt pétillant dans un budget qui n'était pas vraiment. Donc une autre image de la patinoire. On a tout se passe, toute la composition en fait est sous une grande galette horizontale en toiture qui s'ouvre en coupole au-dessus de la grande piste et se creuse au-dessus de la petite piste. Donc l'entrée dans le bâtiment, le hall, la grande piste. Donc on voit là en forme de coupole. Alors la structure est un peu particulière. Elle est bien sûr entièrement métallique, sauf les gradins qui sont en béton. Et la charpente, on avait travaillé pour ce projet avec Marc Malinowski, c'est une sorte de coussin auto-stable, parce qu'il faut savoir qu'à Grenoble, on est en zone sismique, donc c'est des contraintes particulières sur les structures. Donc l'ensemble peut bouger à partir des poteaux sur lesquels est posée la structure, mais le coussin, lui, ne bouge pas, il est stable. Les gradins en béton préfabriqué sont posés sur des consoles métalliques qui sont reliées aux poteaux. Au début, il y avait un dessin sophistiqué, puis finalement, on a composé avec des éléments industriels de gamme, c'est-à-dire de poteaux tubulaires et puis rejoints par un H. Et on a fait un travail sur la couleur à l'intérieur. On a fait une sorte de code qui se décline sur tous les plans, c'est-à-dire que tout ce qui est structurel est laissé brut. Alors c'est Galva ou alors aluminium naturel pour les sous-faces de toiture. Et par contre, tout ce qui n'est pas structurel a une couleur. Alors les sièges sont tous de la même couleur, on avait fait faire un orange spécial. Les loges sont vert anis, les sols sont vert anis aussi, les toilettes sont bleu foncé, etc. Et on avait décliné ça sur tout le bâtiment, ce qui faisait des assemblages parfois un peu étranges. Et ça, c'est une image de la petite piste dont on avait peint la glace, on avait mis une couche de rouge entre 2 couches de glace, ce qui fait que le reflet, ça permettait de réchauffer l'atmosphère qui était quand même très métal et assez froide. Et ça marche très bien parce qu'en fait, la couleur se reflète dans le plafond et transforme complètement l'atmosphère de cette pièce. Alors toujours dans l'univers non plus de la glace mais de la neige, donc toujours dans cette relation au corps, puisque là c'est le projet qu'on est en train d'élaborer, qui devrait
sortir de terre bientôt du siège mondial du groupe Rossignol. Donc Rossignol, pour nous, c'est notre enfance, puisque on a tous, enfin, on a skié sur des skis Rossignol depuis notre enfance. Et là, c'est une image qui me marque un petit peu, qui est symbolique. C'est Adrien Duvillard et Émile Allais qui essayent le premier ski qui n'est pas entièrement en bois, mais qui est un ski en acier, l'Allais 60, ça date de 1960. Et donc Rossignol, ça évoque tout un tas de choses dans l'imaginaire, surtout près de Grenoble, c'est vraiment une image forte. Et donc l'entreprise qui a été rachetée par le groupe Quicksilver, qui fabrique au départ des surfs, qui est un groupe californien, a organisé donc un concours d'architectes pour son siège mondial. Et le concours a été révélateur de tout le questionnement de qu'est-ce qu'un siège social pour une entreprise, et aussi comment, dans le cadre d'une fusion d'entreprise ou d'une absorption d'entreprise, comment l'image d'une entité aussi forte que Rossignol devait se positionner par rapport à Quicksilver. Et le concours a révélé qu'il pouvait y avoir deux attitudes, c'est-à-dire soit on fondait Rossignol dans Quicksilver, ou soit au contraire on affirmait l'identité Rossignol par rapport à l'identité Quicksilver. Et c'est le parti que nous avons choisi, c'est-à-dire c'est normal que nous on soit très attachés à cette histoire du ski. Et nous avons donc fait un projet qui nous est complètement ancré sur ce qu'était pour nous, enfin ce qu'était Rossignol dans l'imaginaire. Et donc un projet complètement tourné vers les valeurs de la montagne. Et alors que les autres projets des autres concurrents étaient plus dans une certaine neutralité. Donc il y a eu un choix à un moment de la part des dirigeants qui a pris 4-5 mois d'ailleurs, parce que c'était un choix à la fois stratégique, politique, d'entreprise, etc. Et qui a suscité des débats, j'ai l'impression, assez forts au sein de l'entreprise pour savoir si on devait avoir un projet à forte identité ou au contraire un projet qui puisse être plus neutre, donc voire plus revendable. C'est aussi cette question que se posent les entreprises. Donc du débat est sortie l'idée qu'il fallait donc un projet à identité. Donc toujours notre manière d'aller chercher un petit peu des ingrédients dans l'univers qui entoure le projet, donc tout ce qu'évoque le ski, tout ce qu'évoque la montagne, était important pour nous comme point de départ du projet. Et à partir de là, on a aussi réfléchi à ce qu'était pour eux ce projet en termes de fonction. Il était évident que ce siège mondial était une manière de regrouper sous un même toit des entités qui étaient qui au fil du temps s'étaient éparpillées sur tout le territoire européen, c'est-à-dire en Espagne, dans les pays de l'Est, etc. Et il y avait donc la volonté avec ce siège mondial de remettre tout le monde dans un même lieu, de fusionner sous un même toit à la fois des techniciens, des chercheurs en développement, l'administratif, etc., etc. Donc notre première idée était de réfléchir à cette notion de toiture qui est aussi en relation avec la question de la montagne. Donc ça, c'était des premiers travaux sur une recherche de fluidité de la toiture et de mouvement de la toiture et de couverture. Donc c'est un site assez exceptionnel entre deux montagnes près de Grenoble, le Vercors à droite du dessin et la Chartreuse à gauche. Et c'est donc aussi un site qui est fortement marqué par la présence du milieu naturel et de l'environnement. Et c'est pour cela qu'ils l'avaient choisi d'ailleurs, parce qu'ils voulaient que leur siège social ait une relation très intime et très directe avec le milieu de la montagne. Donc plus qu'un siège social, il était pour nous pas question que ce siège social ressemble à un siège social de banque ou autre, mais qu'il fallait vraiment qu'il ait une image et une identité qui lui soit singulière. Donc on a aussi pensé qu'il fallait créer un morceau de nature, puisque Rossignol, c'est complètement lié à l'idée de nature, à ce qu'on appelle maintenant l'outdoor, donc cette relation entre nature et culture en quelque sorte, et c'était une demande très très forte aussi. Donc l'idée aussi de dire que le projet devait penser aux espaces extérieurs et dans un premier temps peut-être s'inscrire dans un parc. Donc voilà la maquette du projet telle qu'elle est élaborée. C'est donc tout ce mouvement lié à cette forme de toiture qui enveloppe l'ensemble du bâtiment et qui regroupe toutes les entités fonctionnelles du bâtiment. Donc c'est une grande coque de bois qui
qui est fait donc de lames de bois assemblées, aussi bien dans les parties horizontales que dans les parties plus travaillées dans le volume, et qui enveloppe tout le bâtiment. Il y avait une autre idée qui était fondamentale pour eux aussi, c'est de faire que ce soit un bâtiment évolutif. Donc pour nous, c'était un peu une contrainte, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois que le bâtiment puisse évoluer dans le temps, et puis qu'il conserve en même temps une image suffisamment contrôlée et suffisamment forte. Donc on a regardé dans le programme ce qui étaient les points incontournables et les points figés du programme. Ce sont les éléments liés à l'atelier course. Donc il y a dans ce projet l'atelier dans lequel ils fabriquent les skis des compétiteurs. Et ça, c'était les éléments, je dirais, fixes du programme, alors que tout l'espace lié au bureau qu'on a organisé autour d'un système de patio était un espace qui était susceptible d'agrandissement. Et en fait, d'agrandissement, aujourd'hui, on est confronté à un autre problème, et qui a montré que le système qu'on avait mis en place n'était pas mauvais, c'est-à-dire que Rossignol, suite à l'hiver désastreux et au manque de neige, a perdu énormément d'argent. Donc on était en train de consulter les entreprises et ils nous ont demandé de faire 4 millions d'économies d'euros. C'est-à-dire à peu près de trouver 20 à 25% d'économies sur le projet, alors qu'on était en train de... Enfin, la construction allait démarrer. Donc on a pu, comme ça, grâce aussi à ce système modulaire, réduire le projet. Et c'est le travail qu'on a fait depuis 2-3 mois, de remettre le projet dans cet objectif financier. Donc c'est important, c'est que dans le monde de l'industrie, les choses bougent très très vite. On a même été surpris de voir à quel point les choses bougeaient vite. On pensait qu'il y avait plus de stabilité quand même. Donc c'est très réactif. Et en fait, il a fallu qu'on adapte notre architecture à cette nouvelle demande. Et en fait, l'idée qu'on avait eue au départ d'avoir un projet qui soit évolutif, mais là, qui était plutôt dans une notion d'extension, parce que pour eux, c'était l'idée qu'en 2015, il serait plutôt 20% de personnel en plus, c'est retourné. Et en fait, l'idée d'extension est devenue une idée de diminution. Mais le principe a pu fonctionner. Donc tout le mouvement du bâtiment, toute cette couverture qui enveloppe, reprend un peu cette idée de peau, aussi bien en termes de façade et en termes de couverture. Donc c'est un bâtiment de bois et de verre. Il est assez bimatière, c'est-à-dire bois et verre, très, très, très simple dans son image extérieure. Et dans cette relation un petit peu singulière avec les montagnes environnantes. C'est aussi un bâtiment qui est près de l'autoroute. Donc il y avait aussi la question de voir comment il était perçu depuis cette autoroute. Donc cette idée aussi de fluidité, de mouvement qui est liée au ski, au sport de glisse, etc., on pouvait aussi la retrouver dans une perception cinétique liée au déplacement de la voiture. Ensuite, un élément important du projet, c'est le restaurant, qui est comme un restaurant panoramique, c'est toujours en référence à ce monde de la montagne, et qui sort sur le toit des bureaux, et qui est un élément important du projet en termes de convivialité. Dans cette vue, on voit un peu tout le principe à la fois structurel et d'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire que c'est une construction, là encore, très modulaire à base d'une ossature métallique. Là encore, on est sur un terrain très mauvais, on a des pieux, etc., avec des fondations très profondes. Donc, toujours venir se poser de manière, disons, assez ponctuelle sur le terrain, avec une structure donc, entièrement métallique qui couvre à la fois les ateliers, les bureaux et l'espace entre les ateliers et les bureaux, et qui est complètement enveloppé par différents principes d'organisation, de construction d'une surtoiture bois. Donc le principe en plan est assez simple, c'est-à-dire que tous les espaces là bleus, ce sont les espaces tertiaires liés à ce qu'on pourrait appeler le bureau, ce qui est caractéristique d'un siège social. Ensuite, l'espace en vert, c'est cet atelier course dans lequel ils vont fabriquer les skis, les Formule 1 du ski en quelque sorte. Et entre les deux, on a un espace qui appartient, qui est l'image un petit peu de l'entreprise quand on rentre. C'est une rue intérieure qui regroupe aussi des activités comme ici un showroom, donc le hall et tout un espace de distribution qui permet donc à la fois de distribuer les ateliers et les espaces de bureau.
Et l'ensemble des espaces de bureaux donc, sont organisés sur un système de plateaux autour de patios. Donc au départ, le projet se développait également dans cette logique. Il y avait un quatrième patio ici et se développait ici. Là, c'est la version réduite. Donc le patio, c'est une manière de faire pénétrer la nature à l'intérieur du projet, car c'était aussi un élément important pour eux d'avoir cette relation permanente entre une nature de proximité et puis un grand paysage. Là, l'espace du restaurant avec sa cuisine donc, est un élément important du programme comme fonction de convivialité et qui est sur ce mouvement, ce plissement du toit que vous avez pu voir tout à l'heure depuis l'extérieur. Alors à l'intérieur, on a aussi retravaillé avec des éléments liés au monde de la montagne. Donc une idée de faire un mur qui traverse de part en part le bâtiment, et ce mur est en béton travaillé, moulé sur grillage, et qui fait donc un aspect de roche. Et ensuite, tout l'intérieur fait aussi appel à matériaux, au bois, comme référent au monde de la montagne. Un petit clin d'œil, donc l'ascenseur, un petit peu en image de télécabine. Donc ça, c'était une idée qu'on a mis au point depuis, et avec François Deslogiers d'ailleurs, qui nous a permis de développer le concept de cet ascenseur. La rue intérieure avec à gauche les bureaux, et puis ce mur sous cette verrière qui viendra éclairer l'ensemble de l'espace de distribution. Donc l'idée, c'était de trouver là un espace de convivialité, de faire en sorte que les gens des ateliers, les gens du développement, du textile, etc., se croisent et se rencontrent sous cette maison, la maison Rossignol, comme on l'a appelée. Et c'est un peu cette idée-là qui les a séduites. Une vue du restaurant. Donc le restaurant qui est à un point où on a une vision sur les deux montagnes environnantes qui encadrent le projet. Ça, c'est aussi un élément important, c'est de sentir cette présence de la montagne à l'intérieur du projet, de partout en fait. Le plateau des bureaux avec le système de patio et de la pénétration donc de la nature à l'intérieur du bâtiment. Sans transition, un autre projet rapidement qui fait aussi appel au corps, mais c'est un projet de logement qui est en construction. S'il y a un vélo, c'est que l'idée c'était d'aller jusqu'à son logement en vélo. On le laisse arriver. Voilà, et chez lui. C'est donc un immeuble. Voilà, nous paraissait être un point important par rapport à. Parce que pour parler de HQE, c'était un projet HQE. Donc, il faut voilà. recadrer la demande, c'est un peu particulier. Mais c'est un projet qui devait donc mettre en œuvre des principes HQE. Et notre idée par rapport à ça, c'était de dire que l'HQE, c'est pas qu'une histoire de normes, etc., c'est bien évident, mais qu'il y avait aussi à réfléchir sur pourquoi, tout compte fait, on allait à 40 km construire une maison individuelle plutôt que d'acheter un appartement. Et une étude sociologique nous a montré qu'un des éléments un peu importants dans ce choix, c'était la possibilité d'avoir des rangements. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, la surface de rangement dans un logement, c'était à peu près 5%. Aujourd'hui, dans des maisons individuelles, elle peut atteindre jusqu'à 40%. Donc c'est vraiment un vrai problème dans le logement que de trouver des surfaces de rangement. Et notamment pour ranger tous les objets qu'on accumule, c'est-à-dire les vélos, les planches à voile, les différentes données, les différents objets du quotidien et de loisirs. Donc on a eu l'idée de construire cet immeuble à partir des attributs de la maison individuelle et de composer toute la façade à partir de ces containers qui sont des celliers et qui sont des garages, qui sont le garage en quelque sorte. Et on s'est dit, si on offre ce type de prestations, il faut qu'on puisse aller jusqu'à son garage comme on va dans une maison individuelle avec son vélo. Donc ça passe par des coursives qui distribuent l'ensemble de ces containers, de ces box, et des ascenseurs qui sont suffisamment dimensionnés, même surdimensionnés, pour qu'on puisse rentrer dedans en vélo. C'est assez simple, mais ça nous paraissait une idée assez intéressante à développer.
Et en fait, on le voit, le principe du bâtiment est assez simple, puisqu'on a ici, c'est une barre dans un ensemble déjà organisé comme selon ce système, avec un système de coursives donc sur laquelle on pourra circuler, et chaque appartement a son garage près de l'entrée, et qui fait, suivant les appartements, 6 à 8 mètres carrés, et c'est une surface qui est comptabilisée hors chaude, parce que sinon il y avait des difficultés à rentrer dans les modes de financement. Donc le maître d'ouvrage a accepté de la sortir de la chaîne du bâtiment. Et ensuite, on retrouve donc des logements et retrouver ensuite une terrasse à l'avant. Donc on a comme ça une stratification, un petit peu comme dans une maison individuelle, c'est-à-dire le parcours pour aller chez soi, on range son outil de déplacement, le logement, et puis la terrasse comme un micro-espace extérieur qui est protégé par un système de store. Et entre les coursives et l'appartement, il y a des vides toute hauteur. Donc toute l'image du bâtiment, en fait, est donnée par ce principe de cette idée de proposer un espace de rangement. Donc on voit le principe de stratification du bâtiment avec les coursives distributives sur lesquelles on pourra rouler, les containers, le système de montée, le corps du bâtiment, les cuisines en façade et la terrasse, donc avec possibilité depuis les cuisines de manger sur la terrasse. Je voulais juste rajouter qu'en fait, c'est un projet qui est extrêmement contraint, parce que c'est la fin d'une énorme ZAC qui s'est construite dans le sud de Grenoble, en face de la Villeneuve. D'ailleurs, c'est assez surprenant, parce qu'on est en face de la Villeneuve, mais c'est un urbanisme très, comment dire, très îlot, quoi, typologie d'îlot hyper classique. Et le gabarit était imposé, on avait même des lignes horizontales à respecter, donc c'était extrêmement contraint, on ne pouvait absolument pas faire ce qu'on voulait. Donc en fait, tout ce système-là, comme on nous donnait un pâté très rationnel, en fait, on a cherché à faire quelque chose de très rationnel pour pouvoir se payer ces surfaces en plus. Et il y a des tas de choses aussi dans l'immeuble qui sont assez intéressantes, mais qui ne se voient pas, qui sont par exemple qu'on a un chauffage en base sol partout, et on l'a optimisé en tirant les tuyaux en fait, d'un bout à l'autre du bâtiment, au lieu de faire des chauffages individuels par appartement. Bon, c'est des choses comme ça. C'est aussi au niveau de la structure, il est conçu comme une grande étagère en béton avec poteau dalle. Et les cloisonnements entre appartements sont dissociés de la structure. Ce qui fait qu'un jour, on peut tout enlever et tout recommencer à l'intérieur. On garde une grande étagère en béton. Et voilà. Donc en fait, bon après, c'est des histoires aussi d'éviter les ponts thermiques, etc. Mais tout ça on connaît plutôt. Alors, pour revenir sur les pots, je vais montrer quelques images de maquettes qu'on avait faites pour une exposition à Rennes, à la plateforme qui a eu lieu en février, et où on avait fabriqué 3 objets suspendus, qui étaient la peau du musée de Paladru. Alors la peau toute seule, sans le bâtiment en dessous, puisqu'en fait c'est comme une sorte de panier qui vient se poser au-dessus du volume. Donc cette maquette était réalisée en découpe laser sur du bois. Et une autre maquette qui était uniquement le volume de toiture, la plaque, la feuille de bois de toiture et de façade du projet de Rossignol. Et qui a aussi, si on l'extrait du volume intérieur, a aussi une forme autonome. Bon, bah ça, on en a déjà parlé. Ça aussi, c'est d'autres types de choses pas inintéressantes à mettre en parallèle parce que ça n'a rien à voir, le bois, le plastique, on n'a absolument aucun a priori. C'est vrai qu'on a plusieurs projets en bois, c'est aussi dû au contexte à la fois culturel et parfois au fait qu'on est dans des sites naturels. Et c'est vrai que les préoccupations environnementales maintenant prennent une telle ampleur que finalement, le bois, c'est un matériau assez génial par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est une énergie totalement, enfin c'est un matériau totalement renouvelable. Et puis le bois, on aime en fait, ce qu'on aime bien avec le bois, c'est la simplicité, c'est-à-dire que les planches, ça se cloue et c'est simple, quoi. Donc, et en même temps, on peut faire, il y a plein de moyens de le manipuler pour le détourner et en faire un petit peu autre chose que les manières traditionnelles de le mettre en œuvre. Alors maintenant, je vais parler d'un projet qui est en cours d'appel d'offres. Là, on a les résultats dans 2 jours.
à Grenoble, et c'est un bâtiment pour la gestion multimodale centralisée des déplacements. Alors super pas sexy, c'est en gros que des grosses boîtes noires dans lesquelles il y a des écrans avec la police, la DDE, ceux qui gèrent tout ce qui est transport en commun, et tous ces gens-là sont ensemble, et en cas de crise, il y a une salle pour le préfet au milieu qui voit dans tous les autres PC pour pouvoir contrôler tout ça. Au rez-de-chaussée, on a un hall ouvert qui est censé être une agence de promotion des déplacements doux. Enfin, déplacement doux, je ne sais pas comment on peut dire autrement, c'est pas très joli, mais en gros, transport en commun, vélo, avec un lieu un lieu de location de vélo. Alors le principe du bâtiment, comme on a toutes ces administrations en fait réunies, la police, DDE, transport en commun, etc., ça fonctionne un peu comme un gant, c'est-à-dire que chaque entité est autonome et en fait totalement reliée à l'intérieur d'un même bâtiment. Ce qui a donné un bâtiment qui est une sorte de mécanique, une sorte de machine avec plusieurs éléments un peu autonomes, mais à la fois réunis, qui sont toutes ces salles. Là, ça représente à chaque fois une salle différente qui est à la fois totalement reliée par un espace central commun et décollée de sa voisine, entre autres pour prendre un petit peu de jour quand même pour éclairer les PC. Donc voilà, c'est un bâtiment, encore une fois, ces maquettes montrent l'ossature métallique du bâtiment, parce que comme c'est assez complexe, c'est tout en porte-à-faux. On a construit cette maquette il y a quelque temps dans l'objectif de communiquer avec les entreprises pour pouvoir leur faire comprendre plus facilement comment fonctionnait la structure. Bon, le bâtiment n'est pas orange du tout, c'est simplement l'image de la maquette. Donc voilà, en gros, un éclaté du bâtiment qui montre comment il fonctionne. Donc en bas, on a l'agence de déplacement avec le coin de location de vélo. Ici, les différents PC. Alors depuis, le projet a évolué, parce que c'est plus tout à fait ces formes-là, mais ça fonctionne toujours de la même manière, avec la salle du préfet au milieu, qui est la salle ronde avec des antennes, on l'appelait la salle du docteur No, et au-dessus, les bureaux. Donc le public va là et il ne doit pas aller au-dessus et on ne doit pas voir non plus de la rue à l'intérieur des PC. Comme c'était un programme quand même un peu rébarbatif, on va dire, dans un lieu de Grenoble, en plus un peu dur, les grands boulevards, au pied de la DDE, qui est un bâtiment en béton, en plaque de béton lavé, bon, un peu straight, on va dire. On avait envie de faire un bâtiment qui soit un petit peu à l'inverse de tout ça. Et on a fait une façade qui est composée de pastilles métalliques en aluminium, sur un fond également en aluminium, et qui s'éclaire avec des LED. Alors là, c'est un peu exagéré parce que c'est une petite maquette en fait, qu'on avait fabriquée à l'agence. Et c'est des photos successives qui montrent différents types d'éclairage à l'arrière, enfin que l'éclairage peut bouger. Alors les LED, c'est intéressant parce que bien sûr, ça consomme rien du tout et ça fait un effet très spectaculaire. Donc ça fait un peu... mince. Voilà donc le bâtiment. Le rez-de-chaussée est très transparent du côté de l'avenue. Alors c'est vrai que d'habitude on a des photos du site, c'est dommage qu'on ne les ait pas, parce qu'il se trouve que l'immeuble dont parlait Francis tout à l'heure, l'immeuble de logement qu'on a fait à Grenoble, parce que là on est donc à Grenoble sur ces fameux grands boulevards qui sont des sortes de grands monuments urbains des années 50, il se trouve que le bâtiment qu'on a construit est juste de l'autre côté du boulevard et ces deux bâtiments seront séparés en gros entre les deux. Il y a une église des années 60 qui est une sorte de bulbe comme ça qui finit en pointe, une sorte d'architecture expressionniste des années 60 qui est assez intéressante. Et donc il va y avoir ces trois bâtiments là un petit peu successifs de part et d'autre du boulevard. Donc les LED en fait vont permettre d'avoir un éclairage qui va donner une couleur à l'arrière des pastilles qui vont apparaître en contre-jour, donc un peu à l'inverse d'un pixel d'écran. Bien sûr, cette image-là, elle a à voir avec l'écran, mais une espèce de retranscription pas du tout sophistiquée, qui est un petit peu archaïque de l'écran. Et le pixel, au lieu d'être clair, est foncé, et c'est le deuxième plan qui est éclairé. Voilà, donc en faisant varier la couleur des LED, on fera varier la couleur du bâtiment. Mais tout ça se fera de manière très douce et pas du tout... ça ne va pas se faire à cette vitesse-là. Voilà. Alors, le dernier projet dont on va parler, c'est le projet qui nous occupe beaucoup en ce moment, qui est la reconversion du site minier de la fosse 99 bis à Wagny. Alors, Wagny, c'est une petite ville qui est à 20 km de Lille, juste au bord de l'Ain.
Le site est ici. Bon, pas rester. Le site est, les anciens bâtiments de la mine sont ici, le parc à bois. Et en fait, ce site est très intéressant parce que c'est un des seuls sites français, un des derniers, le dernier, qui a encore tous les éléments de la mine, c'est-à-dire les bâtiments, le carreau, ce qu'on appelle le carreau, c'est-à-dire qu'il y a 2 chevalements, le bâtiment des machines. Il reste les bâtiments administratifs, la salle des pendus, également le parc à bois, qui est donc cette grande surface d'herbe quadrillée, le terril, et donc tout cet ensemble-là, oui, et la cité ouvrière. Donc en fait, on a un ensemble complet de ce qu'étaient les mines du 19 et du 20e siècle. En l'occurrence, celle-là date du début du 20e siècle. C'est la dernière mine de charbon qui a fermé dans le nord en 90. Alors, ce qui nous était demandé, c'était là encore donc une étude de définition, et la question qui était posée était très particulière et très intimidante. C'est-à-dire qu'on nous demandait, on nous demandait déjà au départ des équipes très lourdes avec paysagistes, programmistes, il fallait tout un tas de compétences, économistes du territoire, plus toutes les compétences classiques du bâtiment. La question posée, c'était en 2 temps. La première question, c'était, voilà, on a ce site, on y tient, il y a un passé très fort, l'histoire de la mine, c'était une vie sociale très forte, on veut garder ce patrimoine, on veut le valoriser, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc il n'y avait pas d'idée au départ de ce qu'on pouvait faire de ce site. Donc, et la deuxième question après, le maître d'ouvrage devait choisir au travers des propositions les éléments qui l'intéressaient pour reconcocter un programme sur lequel chacune des équipes devait travailler et proposer un projet. Donc c'était à la fois très passionnant et très intimidant. Très passionnant déjà parce que le site est sublime et les bâtiments sont magnifiques et très impressionnants, enfin très, comment dire, il y a encore toutes les machines, on a l'impression que les gens viennent de quitter les lieux, c'est assez émouvant. Et en même temps assez angoissant parce on sentait une sorte de lourde responsabilité et on se disait qu'on n'avait pas droit à l'erreur, d'une certaine manière. Donc, on a proposé en fait de reconvertir le site autour de programmes liés à la musique et au son, et entre autres à la musique électronique. Il y a une tradition de la musique dans le Nord, alors bien sûr à travers les fanfares, mais il y a aussi beaucoup de groupes de musique actuels, de groupes de rock, il y a plein de jeunes qui montent des groupes et qui ont envie d'enregistrer des disques. Donc l'idée c'était à la fois d'ancrer cette chose-là dans la tradition, mais aussi dans l'actualité musicale d'aujourd'hui. Donc voilà en gros un schéma du site avec les différents bâtiments. On a l'ensemble classé qui est le carreau, on le verra mieux après. Un ensemble de bâtiments inscrits qui sont les bâtiments administratifs, la salle des pendus, et tout le reste, c'est le projet. Alors le projet, petit à petit, par itération, comme ça en discutant avec le maître d'ouvrage, les choses se sont construites peu à peu, et on a proposé de faire... l'idée, c'était de changer l'image du site en faisant au départ un programme culturel, mais l'idée de ce programme culturel, ce n'était pas un programme culturel en soi, c'était qu'il devienne une locomotive pour entraîner après des investisseurs et un développement économique du site. Donc voilà le site dans sa globalité. Du côté de l'A1 qui est là-bas, on a une énorme plateforme multimodale qui s'appelle Delta 3, qui s'est remplie beaucoup plus vite que pensaient les investisseurs. Et donc c'est une chance aussi parce que c'est une sorte de locomotive économique pour le site. Donc en fait, l'idée du projet table sur le fait que le jour où on aura reconverti les bâtiments et transformé cette image négative, parce que quand même des bâtiments à moitié en ruine, c'est toujours... qui correspondent à une activité qui s'est arrêtée, c'est toujours négatif. Une fois que cela sera transformé, on pourra aller plus loin dans le projet et attirer des investisseurs. Donc, à partir des bâtiments, le périmètre de notre projet, c'est tout ça, le terril et le parc à bois. Donc, bien sûr, on travaille avec des paysagistes qui sont Cap Paysage sur ce projet. Et ici, on a les bâtiments existants. Le reste, c'est le projet. Ça représente les parcours sur le site. Je ne vais pas détailler ça maintenant. Donc, le premier ensemble, c'est l'ensemble inscrit au monument historique. En haut, on a le bâtiment des machines. On a des images comme celle-là où on voit la personne qui commandait les ascenseurs en fait, qui partaient au fond de la mine à plusieurs milliers de mètres en dessous de la terre. Et en fait, ces cabines de commande avec ces grandes manettes là sont restées dans leur jus.
c'est-à-dire qu'il y a encore des choses écrites au tableau, on a l'impression que les gens viennent de quitter les lieux. C'est assez impressionnant. Donc voilà une autre image de la cabine. On voit à l'arrière l'enrouleur qui permettait d'enrouler ou de dérouler les câbles pour faire monter ou descendre les ascenseurs au fond de la mine. Donc là, on est dans le bâtiment des machines. Le bâtiment des machines va être celui qui va recevoir le public. C'est un peu le lieu du primo visiteur avec une expo patrimoniale. On est un peu obligé. On ne voulait absolument pas convertir ce site en un musée de la mine, un de plus, parce que c'était une manière de le tuer encore un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu mortifère du musée de mise sous cloche. On voulait au contraire en faire un lieu vivant. On voulait que les gens reviennent pour une activité, que les publics se croisent, que différents types de personnes se croisent. Donc la partie en bleu, c'est l'expo patrimoniale. Voilà, là c'est tout ce qui est exposition patrimoniale. Et sur le côté, on a une galerie d'expérimentation sonore qui est un espace magnifique. J'ai pas de photo ici, mais c'est un espace, on l'appelle la salle des socles, c'est-à-dire que ce sont d'énormes socles en béton. Donc on a l'impression que l'espace est en creux au lieu d'être... que l'espace est creusé dans du béton tellement la présence de ces socles est dense. Et c'est les socles qui portent les compresseurs qui sont dans la salle du dessus et qu'on verra après. Donc l'entrée est là, on entre ici entre deux énormes ventilateurs et notre idée notre attitude pour intervenir sur ces bâtiments, puisqu'il y a des bâtiments neufs et des bâtiments en réhabilitation, c'est de laisser au maximum tout ce qui existe. C'est-à-dire que les machines sont conservées et on vient installer une nouvelle couche d'activité contemporaine par-dessus la couche existante. Parce que, voilà, donc deux coupes du bâtiment des machines. Et un exemple du type d'attitude qu'on propose, donc ça c'est la salle, ce qui va devenir une salle des fêtes, et on va garder l'enrouleur et faire une salle de bal en fait autour de ces machines. La salle des compresseurs, donc qui est l'équivalent de la salle qu'on avait en dessous avec les socles. On garde le pont roulant, on garde les machines et bien sûr on refait propre un minimum, mais on garde au maximum le bâtiment dans son jus, parce que c'est vraiment très impressionnant. Et ça serait trop dommage de l'affadir en le faisant trop propre. C'est pas tellement une volonté de faire trash, ou c'est vraiment une volonté de garder ce décor qui est totalement impressionnant et de le respecter. Donc les chevalements, qui vont devenir le fond de scènes de concerts extérieurs. Les chevalements dans lesquels on devait intervenir et faire des salles de répétition, des petites salles de concert, et finalement la DRIR nous l'interdit parce qu'il y a soi-disant des risques. Alors de l'avis de tout le monde, ils tirent le parapluie un peu vite, et il n'y a pas beaucoup de risques, mais bon, disons qu'administrativement, on est empêché de le faire. Donc l'ensemble inscrit avec la salle des pendus au milieu. La salle des pendus, c'était donc le lieu où les mineurs accrochaient leurs vêtements au plafond, puisque comme ils faisaient les 3-8, il y avait toujours des gens en train de travailler, et il y avait tellement de vêtements à stocker qu'en fait, la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de les suspendre au plafond. Donc il y avait des poulies, un système de poulies et de cadenas. Chacun avait son cadenas pour mettre ses vêtements à un crochet au plafond et pas se les faire voler. Et voilà, en fait, ça s'appelait la salle des pendus, c'est un nom de journaliste, ça s'appelait les lavabos. J'ai appris que ça s'appelait les lavabos. Donc c'est une salle très impressionnante de 70 mètres de long qui est ici et dans laquelle on va installer des locaux de répétition de musique et des lieux d'enseignement de la musique. Et ici, dans ce qui était l'ancienne douche des cadres, alors c'est un bâtiment qui a absolument aucun intérêt, mais on est obligé de le garder. Donc, c'est un toit en éternite, des murs en briques, c'est vraiment pas terrible. Mais on va installer à l'intérieur les studios d'enregistrement. Ici, des salles de séminaire, là, des bureaux et des studios télé qui restent tels qu'ils sont actuellement. Alors, le principe qu'on a adopté pour aménager ces espaces, c'est un principe de réversibilité, c'est-à-dire qu'on construit des volumes qui sont comme des meubles. Et ces meubles, un jour, si on décide de restituer les bâtiments dans leur état d'origine, on n'aura qu'à les démonter. Ils sont en structure métallique ou en structure bois, on est en train de voir ce qui est le plus optimum. Et ils sont complètement autonomes par rapport au volume construit existant. Voilà, donc là on les voit dans la salle des pendus et qui se prolonge ce volume-là
commence donc dans la salle des pendus et se prolonge dans le bâtiment suivant pour devenir les studios de musique. Ici, on a des salles de répétition, des stockages d'instruments, et là, des salles de séminaire qui sont comme ça, avec un volume ici qui traite tout ce qui doit être petit volume fermé, genre les sanitaires, la régie, et les petites salles de conférence. Voilà, donc un détail sur le volume des séminaires. Salle des pendus. Le premier bâtiment qui va être construit sur le site est bientôt en chantier. Là, on va bientôt boucler l'appel d'offres qui est un peu laborieux, comme beaucoup d'appels d'offres en ce moment. Et c'est une composition avec un bâtiment existant qui est celui qu'on voit au premier plan, qui est un ancien atelier. Et voilà ce qu'on propose de faire, c'est-à-dire que le nouveau bâtiment vient se mettre contre, vient s'adosser en fait contre l'existant, et on a une façade. Il y a le bâtiment neuf sort en porte-à-faux au-dessus du toit de cette maisonnette, et on a un mur en miroir contre la maison. La sous-face est en miroir aussi, la sous-face du porte-à-faux, ce qui fait qu'en fait on floute la limite entre le nouveau bâtiment et l'ancien, et on a une sorte d'interaction des deux. On ne sait pas très bien où commence l'un, où finit l'autre. C'est un bâtiment qui est aussi qui est entièrement en structure métallique, avec la structure est exprimée, c'est-à-dire que les étages sont suspendus au dernier niveau, donc on a cette grande poutre triangulée qui fait le tour de la façade, mais comme voilà, on est dans l'expression un peu brute de ce qu'on a déjà sur le site, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une poutre, on met une poutre et puis on ne la cache pas. Voilà une image de la maquette. Et ça, c'est la vue qu'on aura à l'intérieur du porte-à-faux sur les bâtiments du site. Alors, on a aussi des maisons, je vais faire vite. C'est un programme très varié. En fait, c'est pas énorme à chaque fois, mais il y a plein de choses différentes. Donc, le maître d'ouvrage nous a demandé de réfléchir à des maisons, des éco-maisons, évidemment, qui consomment le moins d'énergie possible. Donc on a proposé de faire des systèmes de villas pour 4 familles, avec une coupe croisée, ou un appartement à plusieurs orientations, c'est-à-dire que celui-ci est orienté de ce côté-là, après l'étage là, et il a une terrasse en haut de l'autre côté. Donc en fait, ça permet d'avoir des appartements traversants tout en étant très très économe en place. Alors l'idée de ces maisons est un peu particulière parce qu'il s'agissait, elles sont, je ne sais pas si vous vous souvenez sur le plan masse, elles sont le long du parc à bois qui va être un grand espace public, un grand parc public, et il fallait... on a réfléchi à un système pour éviter de couper l'espace public. C'est-à-dire qu'on voulait pouvoir continuer à circuler entre les maisons, et donc ça pose des tas de problèmes en fait, parce que quand on n'a pas la petite barrière autour de la maison avec le jardin, on est un peu perdu parce qu'en France on fait comme ça. Donc ce qu'on a proposé, c'est des espaces extérieurs complètement intégrés à la maison. Alors le stationnement, il est dessous, c'est-à-dire que la maison est un peu décollée, et on profite d'un petit dénivelé naturel du terrain pour soulever légèrement la maison, mettre les voitures dessous. C'est pas fermé, hein, c'est ouvert. Et après, on a des grands prolongements extérieurs qui sont des terrasses, et on occupe également le toit pour en faire une terrasse habitable. Et on peut également, sous ce toit-là, qui a aussi des capteurs solaires, on pourra construire une pièce supplémentaire pour la maison. Donc ça reste un système assez modulable. Et l'ensemble est chauffé par une chaufferie bois. Voilà. C'est en même temps, au niveau énergétique, c'est pas évident parce qu'intervenir dans des bâtiments historiques, on peut pas il n'est pas question de les isoler parce qu'on perd les matières. Enfin, donc on les isole partiellement. C'est pas le système le plus rationnel qui soit. Alors, juste un petit retour en arrière, c'est Nomade dont on parlait tout à l'heure. C'est très très vieux, ça. C'est une des premières choses qu'on ait construites. Je dis chose parce que je ne sais pas bien comment dire autrement. C'était une petite construction donc, qu'on avait fait pour le Centre d'art contemporain de Grenoble. Et l'idée, c'était simplement une expérience sur la matière. C'était une boîte à lumière en fait, construite avec des plaques de cuivre. Et donc là, à l'extérieur, on avait fabriqué une sorte de mixture pour oxyder les plaques. On avait fait ça nous-mêmes avec des raclettes à vitre. Et voilà, on a fait des expériences sur la transformation du cuivre avec des acides, des sels, différentes potions magiques. Et l'intérieur était laissé brut d'usine, c'est-à-dire avec sa graisse d'origine qui maintient le brillant. C'est comme le
le cuivre, quand il sort en plaque et en rouleau de l'usine, il est comme ça très très brillant. Donc on avait cette opposition entre un côté de la matière ternie par l'oxydation et l'intérieur qui est extrêmement brillant, et la lumière rentrée par ce décalage des plaques et se reflétait après dans la matière, et on avait quelque chose d'extrêmement lumineux alors qu'on avait l'impression d'une boîte opaque à l'extérieur. Donc tout ça pour dire que ce qui nous intéresse dans les pots depuis le début, c'est entre autres le fait de pouvoir voir la matière des deux côtés. Parce que quand on construit et qu'on est obligé d'isoler, on n'a jamais la matière biface. On est toujours, même un mur en béton, il est béton d'un côté puis il est isolé de l'autre, donc ça perd quand même beaucoup de son intérêt. Donc le fait de dissocier l'étanchéité, la partie étanchéité à l'air, à l'eau, l'isolation, etc., de faire une peau technique et après une peau avec une matière, avec une texture telle que celle-là par exemple, permet d'avoir cette vision double du matériau. Donc j'ai montré ce petit projet parce qu'il n'est pas sans rappeler le projet qu'on fait maintenant pour Wany, qui est un petit peu l'élément contemporain du site et qui sera l'élément d'appel fort de ce projet. L'élément contemporain, disons, qui va faire le contrepoint de ces éléments historiques qui sont quand même très costauds, c'est le métaphone. Alors le métaphone, c'est quelque chose qui a mûri petit à petit, et l'idée c'est de faire une salle de concert qui soit aussi un instrument de musique urbain. Donc pour ça, on a travaillé avec des gens assez divers. Dans notre équipe, il y a des Doug Seno, Louis Dandrel, avec qui on a travaillé pour mettre au point cette idée. Il y a aussi des acousticiens. On est en train de fabriquer un prototype avec des gens dont je ne sais même pas comment dire le métier, des bricoleurs, des luthiers. C'est très compliqué à mettre au point. Mais tout ça pour dire que ça, c'est une maquette qu'on a bricolée à l'agence justement pour travailler sur cette peau du métaphone. Et l'idée, c'est qu'on a une boîte en béton noir qui est la salle de concert, devant une partie plus transparente qui est tout ce qui est locaux d'accueil, et autour de tout ça, une peau musicale. Et c'est donc cette peau musicale qu'on est en train de mettre au point et dont on vous fera écouter un petit morceau tout à l'heure, un peu plus loin. Donc voilà, ce métaphone, la salle de concert, la partie accueil devant, la structure de la peau, qui sera fixée, les plaques là, qui sont en acier inox mat, en acier corten oxydé et en verre, qui seront suspendues et fixées à des câbles qui seront tendus entre le haut et le bas et qui sortent en porte-à-faux. Donc voilà deux images qui sont un petit peu anciennes de ce métaphone, et on a une forme qui s'ouvre comme ça vers l'avant, un petit peu comme un gros haut-parleur, et qui permet de faire bien sûr des concerts classiques à l'intérieur, mais aussi des concerts à l'extérieur. Et ces concerts à l'extérieur peuvent être des concerts classiques, on va dire, ou alors des concerts avec orchestre et métaphone, ou des concerts que métaphone. Et la petite boîte rouge qu'on voit là, c'est le lieu en fait de pilotage, c'est la cabine de pilotage du métaphone. Alors cette cabine de pilotage, elle pourrait être occupée par des musiciens de musique électronique, c'est-à-dire des gens qui savent manipuler tout ça, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Et ça sera relié aussi avec un système sur la lumière. Il pourra y avoir un projet de lumière avec un morceau de musique. L'objet de ce métaphone, c'est de faire des concerts, mais ça, on va dire que c'est un peu exceptionnel. C'est également de faire des petites ambiances sonores de l'ordre du bruissement, parce qu'il ne s'agit pas de polluer au niveau de l'acoustique toute la population autour. Et c'est aussi de servir de clocher laïque en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on imagine que le métaphone pourrait sonner les heures et les demi-heures, et qu'on pourrait commander des morceaux de musique à des compositeurs de musique électronique qui composeraient des jingles pour le métaphone, pour sonner les heures. Voilà. Donc c'est assez particulier, et ça va marcher. Alors, on aurait bien aimé apporter aujourd'hui on avait pensé qu'on ferait peut-être une performance avec le prototype, mais il est quand même très compliqué à mettre au point, donc il n'est pas prêt. Il le sera normalement d'ici fin juin. Donc voilà une vue de nuit du métaphone. Des beaux vibrants.
Oui, alors pour expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne, cette peau musicale, on a plusieurs types de choses. Alors on a des instruments qui sont pilotés par l'ordinateur central tout ça est piloté en fait avec des claviers MIDI et des interfaces particulières que je ne pourrais pas vous expliquer. Et donc ces instruments, ils vont tous être fabriqués spécialement pour le métaphone. C'est-à-dire qu'il y a des chordophones, il y a des xylophones, des métallophones, des gaffophones. Oui. Donc ça marche avec des petits percuteurs mécaniques qui sont avec des systèmes qui sont issus de l'industrie, parce qu'il ne s'agit pas que ça tombe en panne au bout de 3 jours. Donc c'est des systèmes de chaînes de montage, quoi, des trucs, ou alors des moteurs de chevaux, enfin c'est des choses basiques comme ça, sur lesquelles des petits moteurs qui vont être donc pilotés par ces interfaces, après par le clavier MIDI, et qui vont, on va voir après. On a un autre système, d'où l'intérêt d'avoir les plaques, c'est des pots vibrants et des moteurs de haut-parleurs. C'est-à-dire que les plaques vont devenir des diffuseurs de haut-parleurs. Elles vont être mises en vibration par des pots vibrants. Les pots vibrants, c'est des choses qu'on trouve dans l'industrie et qui servent entre autres à envoyer des ondes dans les ouvrages d'art pour voir si la structure résiste. Voilà. Donc c'est du matériel industriel détourné en fait. Et les pots vibrants, ça coûte très cher, donc il y aura aussi des moteurs de haut-parleurs pour les fréquences plus aiguës. Je ne sais pas si c'est clair. Donc voilà une autre image de la maquette. Ici, on a cette terrasse-là est publique et ça permettra de monter dans l'instrument et de se rapprocher de tous les systèmes musicaux pour mieux écouter le métaphone. Et là, on a une petite plateforme d'écoute qui est encore plus haut, qui permettra d'entendre aussi le métaphone d'une autre manière. Bon, au-dessus, on en a profité sur la partie qui ne se voit pas pour faire une grande centrale de production d'énergie photovoltaïque. Bon, je passe vite sur les plans. Ça m'amène juste au petit film. Alors, on va vous montrer pour finir un tout petit film, alors qui est pas bien, hein, il est hyper sommaire, bricolé à l'agence, mais c'était surtout parce qu'il a fallu à un moment donné qu'on produise très vite quelque chose pour expliquer au maître d'ouvrage ce qu'on était en train de faire. Et donc Louis Landrel a composé une musique qui préfigure le type de son que pourrait émettre le métaphone. Donc j'espère que ça va marcher cette fois. Voilà, ça marche. Bon, la qualité des images est fort moyenne. On peut monter un peu. C'est là longtemps. Voilà, donc là, c'est le clavier MIDI qui pilote l'ensemble. Et ça, c'est le type de vibration spatialisée en fait, qu'on peut mettre en œuvre sur les plaques avec les pots vibrants et les moteurs de haut-parleurs. Et donc là, on passe aux instruments mécaniques. Oui. Ça commence bien. Bon, bah, vous verrez pas nos petits instruments, hein, tant pis. On va réessayer. Ça fait comme tout à l'heure. Hein? Ça fait comme tout à l'heure. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, bah, je vais vous mimer la suite. La suite détaillée, en fait, c'est dommage qu'on ne les voit pas parce que des prototypes d'instruments avec leur système mécanique et le type de son qu'ils peuvent produire. Voilà, c'est des choses assez simples, mais qui produisent quand même des gammes de notes assez variées. Et donc, on aura des cloches d'orchestre, des choses inspirées des bols tibétains, donc des métallophones, des xylophones, des instruments à cordes également. Bah tant pis, vous les entendrez pas. Vous avez entendu que le début. Comment ? Faudra y aller. Ouais, voilà, faudra y aller. Alors bientôt. Alors le prototype est censé marcher mieux quand même, et il sera prêt bientôt. Donc
on essaiera de faire savoir, parce qu'il va falloir, ah oui, juste un détail, il va falloir faire de la publicité à ce projet, parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent, et les financements le maître d'ouvrage recherche les financements, en fait, au fur et à mesure des opportunités, ils essayent de capter des subventions de l'Europe, des subventions, en tout régionales ou locales, pour pouvoir construire et après faire vivre le site, parce qu'en fait, la préoccupation, plus que les budgets d'investissement, c'est après les budgets de fonctionnement. Donc voilà, ce projet a besoin d'un petit coup de pub. Et tant pis pour les instruments, je crois que c'est veut pas. Voilà, merci.